Je m'appelle Julien. J'ai 32 ans. Et il y a seulement 72 heures, mon propre frère m'a regardé droit dans les yeux et m'a traité de pauvre éboueur, devant toute ma famille, dans une salle à manger remplie d'étrangers riches. Pendant que j'étais assis là tranquillement, m'occupant de mes affaires et mangeant mon dîner. Mes parents ont ri, ma tante a ricané, et ils ont tous publiquement tourné toute ma vie en dérision. Ils m'ont humilié devant des dizaines de personnes, me privant complètement de ma dignité, me traitant comme si j'étais de la saleté sous leurs coûteuses chaussures de marque. Mais il y avait un secret énorme et bouleversant qu'ils ignoraient. Le restaurant de luxe haut de gamme exclusif où nous étions assis, l'endroit même qu'ils avaient choisi pour afficher leur fausse richesse et leur statut emprunté, m'appartenait. Je l'avais construit de mes propres mains, avec ma propre sueur et mon propre argent. Et à ce moment précis, l'homme qui était assis là et a fièrement laissé son fils préféré, l'enfant prodige, m'humilier, se trouve dans un tribunal fédéral, face à un procès massif qui est sur le point de le ruiner complètement, suppliant un juge pour une clémence qu'il ne m'a jamais montrée. Avant de vous dire exactement comment j'ai systématiquement démantelé toute la fausse vie de mon frère et vu la mâchoire de mon père tomber, appuyez sur le bouton j'aime si vous croyez que le karma vient toujours recouvrer ses dettes. Et s'il vous plaît, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien compte énormément pour moi. Maintenant, revenons à l'endroit où ce cauchemar a finalement pris fin et où ma vraie vie a commencé. La salle d'audience sentait la cire de citron, le vieux bois poli et un désespoir absolu et suffocant. Les lourds murs d'acajou semblaient se refermer sur mon père, Arthur. Il serrait le bord de la table des accusés si fort que ses jointures étaient d'un blanc éclatant, sa montre de luxe coûteuse glissant le long de son poignet en sueur. À côté de lui, son avocat très cher feuilletait frénétiquement une épaisse pile de documents juridiques, complètement trempés de sueur nerveuse. Réalisant que sa prestigieuse carrière était probablement en train de s'effondrer, mon père m'avait traîné dans cette pièce pour intenter un procès malveillant, affirmant que j'étais mentalement inapte. C'était une manœuvre désespérée et méprisable pour forcer une tutelle légale sur moi. Il voulait que l'État me déclare incompétent afin de pouvoir s'emparer de mes biens, vider mes comptes bancaires et me faire porter le chapeau de sa propre ruine financière catastrophique. Il voulait un contrôle absolu. Il voulait mon sang. Il voulait voler l'empire immobilier commercial que j'avais passé une décennie épuisante à construire à partir de zéro. Il est mentalement incompétent, votre honneur, a hurlé mon père, sa voix se brisant et résonnant sur le haut plafond de la salle d'audience. Ce n'est rien d'autre qu'un éboueur glorifié. Il n'a aucune idée de la façon de gérer l'immobilier commercial ou la finance d'entreprise. Il est délirant. Il est un danger pour lui-même, et le tribunal doit m'accorder un pouvoir de procuration immédiat pour protéger les intérêts de notre famille. J'étais assis à la table du plaignant, portant un costume bleu marine sur mesure qui coûtait plus que l'ensemble de son véhicule. Mes mains étaient soigneusement posées sur le bureau. Je ne clignais pas des yeux. Je ne tressaillais pas. Je n'élevais pas la voix ni n'objectais. Je restais juste assis en silence absolu, le laissant creuser sa tombe plus profondément à chaque mot. J'avais appris il y a longtemps que lorsqu'une personne toxique se détruit, la meilleure chose à faire est de s'écarter de son chemin et de la laisser terminer le travail. Pendant des années, j'avais été le bouc émissaire de cette famille. J'étais le souffre-douleur. J'étais celui qu'ils blâmaient quand les choses tournaient mal, et celui qu'ils ignoraient complètement quand les choses allaient bien. Maintenant, les rôles n'avaient pas seulement été inversés, j'avais retourné toute la pièce sens dessus-dessous. Le juge Harrison, un homme inflexible, profondément expérimenté, qui avait vu des décennies de trahisons familiales ignobles, de disputes d'héritage amères et de cupidité corporative éhontée, a lentement enlevé ses lunettes de lecture. Il a pincé l'arête de son nez, a poussé un soupir très lourd et épuisé, et s'est penché en avant sur l'immense banc en bois. Il a regardé au-delà de l'avocat frénétique de mon père, et a fixé directement les yeux de mon père. Le silence dans la pièce était si épais qu'on aurait pu s'y étouffer. Le greffier a même arrêté de taper. Le huissier a changé de position, sentant le changement massif de pouvoir. « Monsieur Sterling, a dit le juge, sa voix tombant à un registre dangereusement bas et mortel. Ne savez-vous vraiment pas qui il est ? » L'avocat de mon père s'est figé au milieu de sa phrase. L'épaisse pile de papier financier dans ses mains a glissé, se dispersant sur le sol poli en un tas désordonné. Le visage de mon père est devenu entièrement pâle, toute la couleur s'écoulant de ses joues en un instant. Toute la bravade arrogante avec laquelle il était entré s'est évaporée en une fraction de seconde. Il a levé les yeux vers le juge, profondément confus, puis a lentement tourné la tête pour me regarder.
Il m'a regardé comme s'il me voyait pour la toute première fois de sa misérable vie. L'illusion de sa supériorité s'écroulait sous ses yeux. « Attendez » a balbutié mon père, sa voix soudainement incroyablement petite et tremblante. « Quoi ?» Pour comprendre comment l'homme qui me méprisait a fini par trembler devant un juge fédéral, sur le point de perdre le moindre sou de son précieux 401K et de ses fonds de retraite, nous devons remonter le temps. Nous devons retourner 72 heures plus tôt, un jeudi soir à Alden, pour un dîner de fiançailles extravagant qui était censé célébrer la vie soi-disant parfaite de mon frère. Nous devons revenir au moment exact où j'ai décidé que j'en avais définitivement fini de jouer le fantôme invisible dans ma propre famille. Je pensais que le pire des abus était terminé il y a des années. J'avais tellement incroyablement tort. Le message est arrivé juste après 15 heures. J'étais debout dans la cuisine d'essai immaculée de Maison Verdée, ajustant la température d'un nouveau plat de saison avec mon chef exécutif, quand mon téléphone a vibré sur le comptoir en acier inoxydable. J'ai essuyé mes mains sur une serviette propre, j'ai pris l'appareil et j'ai déverrouillé l'écran. C'était un texto de ma mère, Eleanor. C'était une occurrence suffisamment rare pour faire littéralement battre mon pouls dans ma gorge. Elle ne me contactait jamais, à moins qu'elle n'ait besoin de quelqu'un à blâmer ou de quelqu'un pour résoudre un problème majeur créé par Tristan. Le texte était froidement efficace, complètement dépourvu de toute chaleur maternelle ou d'affection humaine de base. Il disait « Dîner de fiançailles pour Tristan jeudi à 19 h. Maison Verdée. » Il n'y avait pas de salutation, pas de demande de mes nouvelles, pas de « j'espère que tu pourras venir », juste un ordre direct comme un général aboyant des ordres à un simple soldat. L'ironie profonde de ce message texte m'a frappé comme un coup de poing physique à la poitrine. J'ai dû m'appuyer contre le comptoir et rire à gorge déployée, secouant la tête devant l'absurdité absolue de l'univers. Ils avaient choisi Maison Verdée pour le dîner de fiançailles de mon frère. Ils avaient choisi le restaurant le plus exclusif, impossible à réserver, acclamé par la critique, de toute la ville, pensant qu'il correspondait parfaitement à l'image de grand homme, de faux milliardaire de Tristan. Ils n'avaient absolument aucune idée que j'en étais le propriétaire. Ils ne savaient pas que ma société Ecotech avait financé l'ensemble du projet, que mon équipe d'acquisition immobilière avait sécurisé le bâtiment historique après une brutale guerre d'enchères, et que j'étais le seul propriétaire à prendre toutes les décisions. Comment auraient-ils pu le savoir? Pour ma famille, j'étais juste Julien, la déception ultime. Le gars qui conduisait un camion délabré, portait des bottes à embout d'acier et triait les ordures pour vivre. En grandissant dans notre maison, mes parents ont clairement fait savoir qui était la priorité, et ce n'était jamais moi. Mon frère Tristan était l'enfant prodige incontesté. Il faisait les bons sports. Il sortait avec les bonnes filles riches. Et il savait exactement comment manipuler mes parents pour obtenir tout ce qu'ils voulaient. Le contraste était stupéfiant. Lors de nos dîners de Thanksgiving annuels, mes parents faisaient lever Tristan et réciter ses statistiques de football du lycée à notre famille élargie, tandis que j'étais envoyé à la cuisine pour faire la vaisselle. Quand est venu le temps de l'université, la trahison ultime est arrivée. Mes parents ont discrètement vidé le fonds universitaire commun que mes grands-parents décédés avaient mis en place pour nous deux. Ils ont volé mon héritage juste pour payer les frais de scolarité de Tristan hors de l'État, ses luxueuses cotisations de fraternité et son appartement haut de gamme. Quand je les ai confrontés au sujet de ma moitié de l'argent, mon père m'a regardé dans les yeux, m'a dit que je manquais de capacité intellectuelle pour l'enseignement supérieur de toute façon, et m'a dit que je pouvais contracter des prêts ou trouver un emploi au salaire minimum. Il a dit que l'argent était un investissement, et que Tristan était le seul actif qui valait la peine d'être investi. Alors, j'ai fait exactement ce qu'il a dit. Je suis allé travailler. J'ai commencé une petite entreprise de gestion des déchets et de recyclage avec un seul camion rouillé pour payer mes propres cours au collège communautaire le soir. Je travaillais 18 heures par jour, ramassant les ordures de l'élite fortunée. Quand mes parents l'ont découvert, ils ont été mortifiés. Ils ont dit à leurs amis riches du country club que j'étais en train de me chercher pour masquer leur gêne. Quand j'ai étendu cette seule route à une énorme entreprise commerciale d'éco-déchets, obtenant des contrats municipaux et révolutionnant la durabilité des entreprises, ils ont complètement refusé de comprendre. Ils disaient à tout le monde que j'étais un éboueur. Ils ont effacé ma réussite parce qu'elle ne ressemblait pas à la réussite en costume-cravate qu'ils voulaient désespérément vanter. Debout dans ma cuisine, regardant ce message texte, j'ai sérieusement envisagé de ne pas aller au dîner. Une partie très bruyante et rationnelle de mon cerveau me disait de protéger ma paix, de rester loin de leur orbite toxique,
et de les laisser profiter de leur fausse vie dans une ignorance béate. Je n'avais plus besoin de leur validation. Mais la partie plus silencieuse de moi, la partie qui se souvenait de chaque affront, de chaque anniversaire ignoré, de chaque fois qu'ils me regardaient avec un pur dégoût, chuchotait un ordre complètement différent, elle me disait de me présenter. Elle me disait de mettre un costume, de m'asseoir à la table dans la magnifique pièce que j'avais construite avec mon propre argent, et de les regarder jouer leur petit cirque pathétique. J'ai tapé 2 mots en réponse, je serai là. J'arrivai à la maison vers des 10 minutes en avance, un jeudi soir. Je franchis la lourde entrée principale en acajou, portant un costume gris ardoise élégant et discret. C'était le genre de vêtements sur mesure que ma mère jugeait toujours pas assez cher parce qu'il n'avait pas un logo de créateur géant et tape à accent grave l'œil collé sur la poitrine, mais il me seyait parfaitement et me faisait me sentir totalement enraciné. Elias, notre directeur de salle générale et mon employé le plus fiable, se tenait près du pupitre d'accueil. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement en me voyant entrer par les portes d'entrée comme un civil ordinaire. Normalement, j'entrais par l'entrée de livraison arrière ou par l'ascenseur de bureau privé. Je lui fis un hochement de tête très subtil et discret. Il comprit immédiatement la tâche. Ce soir, je n'étais pas son patron. J'étais juste un invité nommé Julien. La famille était déjà assise à la table centrale privilégiée, juste sous l'immense lustre en bois recyclé que j'avais personnellement déniché dans une grange historique du Tennessee. Ma mère portait de la soie pâle, rayonnant d'une aura de supériorité suffocante et de parfum bon marché. Mon père faisait défiler agressivement son téléphone, probablement en train de vérifier son portefeuille boursier ou d'ignorer des emails urgents du travail. Et il y avait Tristan, drapé dans un costume trop cher et mal ajusté. Son bras était passé autour de sa nouvelle fiancée, Chloé. Chloé était une femme dont toute la personnalité était basée sur la quantité d'argent qu'elle pensait que son futur mari avait sur son compte en banque. Je m'approchai lentement de la table, me préparant au choc. Ma mère tendit sa joue pour un baiser sec et forcé. Son parfum était absolument envahissant, sentant les roses fanées et l'argent ancien. « Julien, dit-elle, utilisant un ton sec et agacé que l'on réserverait à un livreur déposant un colis. Tu es en avance. Nous ne nous attendions pas à ce que tu te présentes dans un endroit comme celui-ci. À l'heure, en fait, répondis-je doucement, prenant la chaise vide à l'extrémité de la table, aussi loin du centre de l'attention que physiquement possible. Tristan ne se donna même pas la peine de se lever pour me saluer. Il se contenta de ricaner, de s'adosser à sa chaise et de me montrer sa toute nouvelle montre de luxe. À travers la grande baille vitrée, je pouvais voir la toute nouvelle Porsche qu'il venait de confier agressivement à mon personnel de voiturier. Je savais avec une certitude absolue qu'il était endetté jusqu'au cou, louant cette voiture à un taux d'intérêt exorbitant juste pour maintenir les apparences pour sa start-up technologique en faillite. Ma tante Béatrice, qui se présentait toujours comme la douce pacificatrice de la famille, mais qui était en fait l'architecte venimeuse de tous nos drames, se pencha sur son verre de vin. « Julien, mon cher, tu as l'air si à l'aise. Tu viens directement de ta petite tournée de recyclage ? J'espère que tu as eu le temps de te laver les mains avant de t'asseoir à une table aussi chic. » Je dépliai ma lourde serviette en lin et la plaçai délibérément sur mes genoux. « Je viens du bureau, tante Béatrice. » Le trafic était fluide. La conversation s'éloigna immédiatement de moi, se dirigeant rapidement vers la liste de mariage extravagante de Tristan, la logistique du lieu de luxe, et les fastidieuses réunions de l'association de propriétaires de sa nouvelle communauté fermée. Je restais assis là, buvant mon eau pétillante, devenant entièrement invisible. Je regardais le personnel que j'avais rigoureusement formé se déplacer avec une précision absolue. Je remarquais la température parfaite des assiettes, l'éclairage exact frappant les centres de table, l'équilibre acoustique impeccable de la pièce. Chaque détail de ce restaurant murmurait mon nom, mon effort, mes nuits blanches, et pourtant ma famille était assise là, complètement aveugle à cela. Je pensais que le pire de la soirée serait simplement l'ignorance habituelle. Je pensais que je resterais assis là, mangerais mon repas et rentrerais chez moi en paix. J'avais incroyablement, dangereusement tort. Le service du dîner commença officiellement, et mon père frappa son verre d'eau en cristal avec sa lourde fourchette en argent pour exiger l'attention absolue de la table. Il se leva lentement, lissant sa cravate coûteuse, bombant le torse comme un paon fier, sur le point de s'adresser à ses fidèles sujets. « À Tristan, déclara mon père, sa voix résonnant de manière odieuse dans notre section de la salle à manger, forçant les autres convives à interrompre leur conversation discrète et à regarder. À l'homme qui élèvera le nom de cette famille, sa vision et notre avenir.
Tristan vient d'obtenir une autre ronde massive de financement en capital risque pour son entreprise, prouvant que le véritable entrepreneuriat, le véritable sens des affaires, est profondément ancré dans notre sang. Il est l'héritage de cette famille. Tout le monde à table applaudit avec enthousiasme. Les verres s'entrechoquèrent bruyamment. Chloé rayonna et frappa des mains comme si elle venait de gagner à la loterie. Je levai mon verre d'eau en silence, prenant une petite gorgée. L'ironie de son grand discours m'étouffait presque physiquement. Le financement massif que Tristan avait soi-disant obtenu était en fait un renflouement d'entreprises à taux d'intérêt élevé, provenant d'une société écran sans visage, une société écran qui, sur le papier, appartenait directement à mon propre portefeuille d'investissement. Je finançais littéralement son faux style de vie pour l'empêcher de déclarer une faillite totale. Et il faisait un tour de victoire bruyant et arrogant juste devant moi. Mon vieil ami de lycée, Caleb, qui s'était d'une manière ou d'une autre faufilé à ce dîner de famille privée pour lécher les bottes de mon père en vue d'une recommandation pour un emploi en entreprise, se pencha sur la table et croisa mon regard. Caleb avait toujours été un sycophante, un poisson rémora s'attachant à n'importe quel requin qui avait le plus d'argent. Alors, Julian, dit Caleb, un sourire méchant et condescendant plaqué sur son visage, toujours à faire ce truc d'assainissement public, toujours à transporter les ordures du quartier pour quelques centimes. Ma mère laissa échapper un rire aigu et entraîné, exactement le genre de rire creux et faux qu'elle utilisait lors des galas de charité, quand quelqu'un faisait une blague qu'elle ne comprenait pas mais se sentait obligée de reconnaître. Toujours à faire ça, répéta-t-elle, ajustant sa serviette en lin avec un regard de pur dédain. Eh bien, tout le monde a un but, même si c'est un peu orthodoxe. Nous ne pouvons pas tous être des PDG visionnaires comme Tristan. Quelqu'un doit faire le sale boulot. Je regardai directement Caleb. Je ne rompis pas le contact visuel. Je ne clignai pas des yeux. Je gardai ma voix complètement neutre. Toujours à faire ça. Sauf que maintenant, il y a une liste d'attente pour apprendre à le faire. Tristan renifla bruyamment, laissant tomber sa lourde fourchette en argent sur son assiette en porcelaine. Cela fit un bruit strident et désagréable, qui traversa la douce musique d'ambiance de la pièce. Une liste d'attente pour apprendre à transporter les ordures? Allons, Julian. C'est un truc de compostage pour les espaces commerciaux, n'est-ce pas? Un service d'entretien glorifié. Tristan agita la main de manière désinvolte dans ma direction, cherchant la validation de Chloé, désespéré de me faire paraître petit pour qu'il puisse paraître grand. N'essaie pas d'enjoliver ça. Tu es un pauvre éboueur, mon vieux. C'est bien. Nous l'acceptons tous. Nous ne te jugeons pas pour ça. Mais ne t'assieds pas ici dans un endroit comme Maison Verdée et n'agis pas comme si tu dirigeais une entreprise du Fortune 500. Connais ta place à table. Des rires nerveux et moqueurs parcoururent la table. Chloé gloussa derrière sa main manucurée, se penchant sur l'épaule de Tristan. Mon père secoua simplement la tête, l'air profondément gêné par ma seule présence, comme si mon existence était une tâche terrible sur sa soirée parfaite. Ils étaient en train de réécrire activement toute mon existence en temps réel, juste pour élever l'ego fragile de Tristan. À ce moment précis, Fiona, l'une de nos nouvelles serveuses, s'approcha de la table pour verser le vin rouge du plat suivant. Fiona était une mère célibataire qui avait perdu la garde de son jeune fils lors d'un divorce brutal et financièrement dévastateur. Son ex-mari avait utilisé un avocat coûteux pour l'ensevelir sous les documents juridiques. Lorsque j'ai appris sa situation par l'intermédiaire d'Elias, ma société est intervenue discrètement et a payé ses frais juridiques pour qu'elle puisse récupérer son enfant. C'était une femme incroyablement travailleuse, farouchement loyale, mais elle était, de manière compréhensible, nerveuse ce soir. Elle me reconnut, assis là, et voir son patron être verbalement maltraité et moqué par sa propre famille ébranla clairement sa concentration. La main de Fiona trembla légèrement alors qu'elle se penchait pour verser le verre de Bordeaux coûteux de Tristan. Une seule petite goutte de vin rouge manqua le bord du verre et atterrit sur la nappe blanche immaculée. Tristan repoussa violemment sa lourde chaise en chêne, la raclant bruyamment sur le sol poli. « Êtes-vous aveugle » claqua-t-il, sa voix résonnant assez fort pour faire taire complètement les tables voisines. « Avez-vous une idée du prix de ce costume? Il vaut plus que votre salaire annuel entier. Faites venir le directeur tout de suite. Vous êtes complètement incompétente, et je veux que vous soyez virée immédiatement. Votre place est dans un restaurant de quartier, pas dans un endroit comme celui-ci. » Fiona recula, serrant fermement la bouteille de vin contre sa poitrine. Son visage devint rouge vif,
et des larmes lui montèrent instantanément aux yeux. Elle commença à balbutier une excuse désespérée, terrifiée à l'idée de perdre le travail qui nourrissait son fils et leur assurait un toit. Ma mère soupira bruyamment, levant les yeux au ciel avec un agacement exagéré. Une bonne idée juste impossible à trouver ces jours-ci. Tellement peu professionnelle. Il laisse n'importe qui travailler n'importe où maintenant. Je sentis un œuf froid et dur de fureur absolue se former dans mon estomac. Le manque de respect envers moi était une chose. J'y étais habitué, mais je ne tolérais absolument personne qui maltraitait mon personnel. Je posai mes mains à plat sur la table et me levai. Je ne criai pas. Je ne perdis pas mon calme. Je parlais avec une autorité calme et mortelle qui traversa le bruit choqué de la salle à manger comme une lame de rasoir. Elle ne va pas chercher le directeur, Tristan, dis-je, ma voix calme et d'une stabilité terrifiante, croisant le regard de mon frère. Tristan tourna violemment la tête pour me fusiller du regard, son visage se tordant d'une arrogance laide et imméritée. Excusez-moi. Ne vous mêlez pas de ça, Julien. Vous êtes un éboueur. Vous ne savez rien du service haut de gamme ou de la façon dont les choses fonctionnent dans le monde réel. Je contournai la grande table et me plaçai directement entre Tristan et Fiona, agissant comme un bouclier physique. Je regardai la seule goutte de vin sur la nappe. Le protocole de service standard pour un Bordeaux dans un établissement de haute gastronomie dicte un dégagement d'un pouce du bord pour éviter l'oxydation, déclarai-je calmement, récitant le manuel de formation des employés que j'avais écrit moi-même. Elle a effectué le service parfaitement. La goutte sur la table a été causée par vous, qui avez violemment heurté le pied de la table avec votre genou, pendant que vous étiez occupé à essayer de m'humilier publiquement. Elle a fait son travail parfaitement. Vous, cependant, agissez comme un enfant gâté et capricieux, faisant une crise dans un restaurant que vous ne pouvez même pas vous permettre. Le silence à table était absolu et assourdissant. La mâchoire de Caleb pendait de pur choc. Tante Béatrice serra ses perles, sa bouche formant une ligne serrée de désapprobation. Le visage de Tristan se contorsionna de rage intense, sa peau devenant rouge, tachetée de fureur. « Pour qui vous prenez-vous pour me parler comme ça » cracha Tristan, s'avançant vers moi, essayant d'utiliser sa taille pour m'intimider physiquement. Fiona, dis-je doucement, ignorant complètement les menaces creuses de mon frère. S'il vous plaît, allez voir la table 6. Prenez votre temps. Je m'en occupe. Fiona hocha rapidement la tête, un regard de gratitude profonde et écrasante brillant dans ses yeux embués de larmes, et elle s'éloigna rapidement vers la sécurité de la cuisine. Je me retournai vers ma famille. Ils me regardaient comme si j'avais développé une deuxième tête. Je ne leur laissai aucune chance de parler. Je fis demi-tour et me dirigeai vers l'arrière de la maison. Je pensais que la confrontation se terminerait là, mais j'avais tort. La véritable épreuve de force ne faisait que commencer. Je poussai les lourdes portes doubles en bois et entrai dans la vaste cuisine commerciale. Le changement d'ambiance fut immédiat et incroyablement apaisant. La salle à manger était étouffante, fausse, et remplie de gens portant des masques de richesse empruntés. Mais la cuisine était vivante, authentique, et pulsait d'un travail réel et honnête. La vapeur montait dans l'air. Les poêles sifflaient violemment sur des flammes nues. Et l'équipe culinaire se déplaçait avec une concentration synchronisée absolue. C'était mon véritable sanctuaire. C'étaient mes vraies personnes. C'étaient les gens qui gagnaient leur vie. Contrairement à la famille assise dehors, exigeant un respect pour lequel ils n'avaient pas travaillé un seul jour. Le chef Marcus, un esprit culinaire brillant qui avait adhéré à ma vision depuis que je gérais un minuscule food truck à partir d'une casse, leva les yeux en dressant méticuleusement un flétan poêlé reposant sur un lit de lentilles aux herbes. Il vit la tension sombre émanant de mes épaules et essuya immédiatement ses mains sur son tablier, son visage devenant grave. « Boss » dit Marcus tranquillement, s'éloignant de la ligne de préparation animée et s'approchant de moi. Elias m'a dit ce qu'il faisait là-bas. J'ai entendu les cris à travers les portes. Vous voulez que je demande à la sécurité de les escorter dans la ruelle? Je peux accidentellement ruiner leur entrée avec une lourde main de sel. Dites juste le mot. Personne ne vous manque de respect dans votre propre maison, surtout pas votre propre sang. Je laissa échapper une longue et lourde respiration, sentant la colère se transformer lentement en un calme froid et très calculé. Je secouai la tête. Non, Marcus. Laissez-les manger. La qualité de la nourriture parle d'elle-même. Nous ne nous abaissons pas à leur niveau de vengeance mesquine. Nous maintenons nos standards.
comment se présentent les chiffres ce soir? Parfait, sourit Marcus, ses yeux plissés au coin. Complet pour les 3 prochains mois. Les revenus sont en hausse de 20% par rapport au trimestre dernier. Oh, au fait, ceci est arrivé dans le courrier d'aujourd'hui. Je l'ai laissé sur votre bureau, mais je pensais que vous voudriez peut-être le voir maintenant pour vous détendre. Marcus tendit la main vers un petit bureau de préparation en métal et me tendit un magazine épais et glacé. C'était le dernier numéro d'une importante publication économique nationale, le genre même que mon père lisait religieusement chaque matin pour vénérer les milliardaires qu'il rêvait d'être. Sur la couverture, en lettres grasses et saisissantes, se trouvait une photo haute résolution de mon visage. Le titre disait « De la déchetterie à la richesse, comment l'empire écologique de Julien redéfinit l'immobilier commercial et la durabilité ». Je regardais la couverture pendant un long moment silencieux. Je pensais aux tentatives désespérées et tout au long de la vie de mon père pour obtenir une promotion dans sa firme d'entreprise dévastatrice. Je pensais à Tristan simulant son succès sur les réseaux sociaux, utilisant des cartes de crédit pour impressionner des femmes superficielles comme Chloé. Ils étaient si incroyablement obsédés par l'apparence de la richesse, le vernis brillant du succès, qu'ils ne pouvaient pas reconnaître le pouvoir tangible réel lorsqu'il était assis juste en face d'eux à table. Ils mesuraient le succès par le logo sur un costume. Je le mesurais par la masse salariale que je soutenais et les biens immobiliers que je possédais. Merci, Marcus, dis-je, posant soigneusement le magazine. Assurez-vous que les desserts sont absolument parfaits ce soir. Nous allons leur offrir un final qu'ils n'oublieront jamais. Je pris une profonde inspiration, ajustai ma veste de costume, et ressortis par les portes battantes, dans la salle à manger doucement éclairée. Alors que j'approchais de notre table, je remarquai un changement soudain et dramatique dans l'énergie. Mon père était debout, frénétiquement, lissant ses cheveux clairsemés et boutonna rapidement sa veste de costume. Son visage était un masque d'empressement désespéré et obséquieux, ses yeux écarquillés par un mélange de panique et de cupidité. Marchant vers notre section du restaurant se trouvait M. Sterling, le PDG impitoyable de l'énorme firme corporative où mon père travaillait comme directeur régional de niveau intermédiaire. Sterling était un titan dans l'industrie de l'immobilier commercial, un homme dont une simple signature sur un contrat pouvait faire ou défaire une carrière de plusieurs décennies. Mon père avait désespérément essayé d'obtenir une rencontre en face à face avec lui pendant 3 années éprouvantes. « Monsieur Sterling !»« Monsieur !» s'écria mon père bruyamment, trébuchant pratiquement sur sa propre chaise pour intercepter le PDG avant qu'il ne passe. « Arthur, monsieur, Arthur de la logistique régionale. Quelle merveilleuse surprise inattendue de vous voir dîner ici ce soir. J'avais l'intention de vous envoyer cette proposition concernant notre nouvelle stratégie de chaîne d'approvisionnement. » Monsieur Sterling s'arrêta, regardant mon père avec un mélange de légère irritation et d'absence totale de reconnaissance. Les gardes du corps privé de Sterling s'avancèrent légèrement, créant une barrière physique subtile mais ferme entre mon père en sueur et le PDG. « Arthur, c'est ça, » dit Sterling d'un ton désinvolte, sans même ralentir son pas, voulant clairement mettre fin à l'interaction le plus rapidement possible. « Profitez de votre dîner. Transmettez la proposition à mon assistante. » Mon père resta là, douloureusement embarrassé, mais essayant désespérément de maintenir un sourire confiant et faux pour le reste de notre table. Monsieur Sterling continua à marcher droit devant lui, se dirigeant vers la sortie. Mais alors que Sterling approchait de notre table, ses yeux perçants balayèrent les invités assis et rencontrèrent les miens. Je ne bougeais pas. Je ne souris pas. Je ne me levais pas. Je restais simplement assis et soutins son regard intense. Monsieur Sterling, un milliardaire qui intimidait régulièrement de puissants politiciens et écrasait des entreprises rivales, s'arrêta de marcher. Il me regarda, écarrit ses épaules, et me fit un hochement de tête très délibéré et hautement respectueux. Un profond hochement de tête de reconnaissance absolue entre 2 puissants égaux qui comprenaient exactement qui dirigeait vraiment cette ville. Mon père vit le hochement de tête. Il supposa instantanément, de manière délirante, que Sterling se retournait pour le reconnaître à nouveau. Mon père bomba le torse, se retournant vers la table avec un sourire triomphant et arrogant plaqué sur son visage. « As-tu vu ça ?» Mon père chuchota bruyamment à Tristan, pointant du doigt le PDG qui s'éloignait. « Il se souvient de moi. Il me respecte. Cette promotion régionale est pratiquement garantie maintenant. Des relations comme ça ne viennent pas facilement, Tristan, mais elles t'aideront maintenant, mon fils. C'est comme ça que les vrais hommes font des affaires. Tu côtoies l'élite.
tu obtiens des résultats d'élite. Je me suis glissé silencieusement sur ma chaise, mes mains soigneusement posées sur mes genoux. Je regardais mon père, complètement ivre d'un faux pouvoir. Je regardais Tristan, rayonnant d'une fierté imméritée. Et puis je regardais ma mère, qui planifiait déjà comment se vanter de cette interaction imaginaire auprès de ses amis du country club. Ils étaient complètement, hilarantement inconscients. Ils étaient assis dans mon restaurant, mangeant de la nourriture payée par ma richesse, tandis que l'homme même qu'ils adoraient comme un dieu d'entreprise venait de s'incliner en signe de déférence envers moi. La tempête ne faisait plus seulement approcher. Elle était déjà là, tourbillonnant violemment hors de contrôle, et ils se tenaient juste au centre mort des voies, complètement aveugles au train de marchandises qui fonçait sur eux. Faisons une pause un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment incroyable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le numéro ainsi dessous, afin que je sache que vous êtes resté avec moi jusqu'à ce point. Cela aide non seulement plus de gens à découvrir cette histoire, mais me fait également savoir que mes expériences comptent pour quelqu'un. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à partager le reste de ce voyage. Le plat principal fut enfin servi et la tension qui pesait sur notre table était si incroyablement épaisse que l'on aurait pu facilement la couper avec l'un de nos couteaux à steak en acier forgé sur mesure. L'équipe culinaire, en arrière-salle, avait préparé un chef-d'œuvre absolu pour ce service précis, un plat que j'avais personnellement supervisé lors de sa conception. C'était un flétan d'Alaska sauvage poêlé, reposant délicatement sur un lit de lentilles biologiques soigneusement assaisonnées, garni de micro-pousses que j'avais personnellement sélectionnés dans notre jardin sur le toit à température contrôlée. C'était le genre de plat culinaire de haut niveau qui avait demandé à mon chef exécutif 6 semaines de tests rigoureux et épuisants dans nos cuisines privées pour le perfectionner. C'était le niveau de détail et le dévouement absolu qui avait fait la renommée de Maison Verdée auprès de tous les critiques gastronomiques d'élite et des mondains riches de toute la ville. Les serveurs, se déplaçant en unisson parfait, silencieux et hautement synchronisés, placèrent les assiettes en porcelaine chauffées devant les membres de ma famille. Pendant un bref et fugace instant, il y eut un véritable silence à table. Je regardais ma mère prendre sa fourchette, inspectant le dressage avec un œil critique avant de prendre une petite bouchée hésitante. Je regardais mon père ignorer complètement la présentation, coupant le poisson comme s'il mangeait un burger de fast-food dans sa voiture, en route pour une réunion de logistique régionale. Mais fidèle à sa pire forme absolue, Tristan ne put laisser passer un seul instant sans essayer désespérément d'affirmer sa fausse domination sur la pièce et sur tout le monde. Il prit sa lourde fourchette en argent, piqua agressivement le poisson blanc parfaitement cuit et feuilleté, et fronça le nez avec un dégoût exagéré et très théâtral. Il regarda autour de la table, établissant un contact visuel délibéré avec nos parents et sa fiancée, Chloé, pour s'assurer absolument que tout le monde prêtait toute son attention à sa pathétique performance. Est-ce censé être ce qui passe pour de la haute cuisine en ville, ricana Tristan, laissant tomber bruyamment sa fourchette sur le bord de l'assiette. Le claquement strident traversa la douce musique d'ambiance jouant au-dessus de nos têtes, attirant brièvement l'attention d'une table voisine. Le poisson a l'air incroyablement sec. Je peux le dire juste en regardant la texture. Et ces lentilles ressemblent à quelque chose que l'on servirait d'une gigantesque cuve métallique dans une cafétéria de prison bondée. J'ai spécifiquement dit au bureau de réservation que je m'attendais à une exécution de premier ordre pour mon dîner de fiançailles. Je leur ai dit que j'allais amener des investisseurs ici éventuellement. Je paie le prix fort pour cette expérience et c'est complètement inacceptable. Cet endroit est entièrement surestimé par des gens qui n'ont jamais mangé un vrai repas de leur vie. Chloé, toujours désireuse de jouer le rôle de l'élite riche incroyablement offensée et très exigeante, laissa échapper un soupir dramatique et repoussa son assiette, comme si la nourriture était physiquement contaminée. Ça sent un peu trop rustique, n'est-ce pas, chérie? Nous aurions dû simplement aller au club de golf privé comme mon père l'a suggéré la semaine dernière. Le chef exécutif là-bas sait réellement comment préparer des fruits de mer haut de gamme sans les masquer dans des saveurs terreuses bon marché. C'est juste embarrassant pour nous d'être vus en train de manger ça. Je ne peux même pas poster ça sur mes réseaux sociaux. Ma mère intervint immédiatement, se penchant en arrière dans sa coûteuse chaise en soie avec un air de déception profondément exercé plaqué sur son visage. Eh bien, à quoi peut-on s'attendre de nos jours? Ces nouveaux endroits branchés du centre-ville se concentrent toujours entièrement sur la décoration coûteuse et l'éclairage, et ils oublient complètement la qualité réelle de la nourriture. Tristan, mon cher, tu dois absolument le renvoyer. Ne les laisse pas ruiner ta soirée spéciale. Tu as une réputation d'entreprise à maintenir.
Tu ne peux pas être vu acceptant un service de qualité inférieure. Tristan se redressa, entièrement alimenté par leur validation toxique. Il leva la main en l'air et claqua bruyamment des doigts. C'est un geste que je déteste absolument de toutes les fibres de mon être. C'est le signal universel d'un tyran arrogant et privilégié qui considère les gens de la classe ouvrière comme des serviteurs personnels. Serveur, aboya Tristan bruyamment, sa voix portant agressivement dans l'élégante salle à manger. Faites venir le directeur tout de suite. Je veux que le directeur général vienne immédiatement expliquer ce désastre absolu. J'étais assis à l'extrémité de la table, parfaitement immobile. Je n'avais pas touché ma nourriture. Je n'avais pas scié. Je les observais avec une intensité froide et calculatrice. Je voyais la pure arrogance décomplexée rayonner de leurs pores. Ils étaient assis dans une propriété immobilière commerciale de plusieurs millions de dollars, mangeant une cuisine de classe mondiale qui coûtait plus que le salaire hebdomadaire de mon père. Et ils traitaient l'établissement comme un restaurant routier bon marché parce qu'il manquait fondamentalement de classe, d'éducation et de grâce pour l'apprécier. Elias, mon directeur général, apparut des ombres de la salle à manger. Il avait discrètement observé tout l'échange horrible depuis le pupitre d'accueil près de l'entrée principale. Elias est un professionnel chevronné, aguerri. Il a géré des célébrités fortement intoxiquées, des politiciens locaux exigeants et des promoteurs immobiliers d'entreprises impitoyables, sans jamais perdre son sang-froid. Il s'approcha de notre table, sa posture parfaitement droite, son visage un masque impénétrable de service client poli. « Y a-t-il un problème avec votre plat ce soir, monsieur ?» demanda Elias, dirigeant toute son attention vers Tristan. Son ton était parfaitement égal et entièrement dépourvu de la servilité que Tristan recherchait désespérément. Tristan bomba le torse, s'adossant et croisant agressivement les bras sur sa veste de costume mal ajustée. « Oui, il y a un problème majeur. Cette nourriture est entièrement en dessous des normes. La présentation est bâclée. Le poisson est trop cuit au point d'être complètement immangeable. Et franchement, c'est incroyablement insultant que vous serviez cette saleté à une fête VIP. Je célèbre mes fiançailles. Je suis un invité de marque dans cette ville. Je veux que ces assiettes soient débarrassées immédiatement. Je veux de nouveaux plats préparés personnellement par le chef de cuisine, et je m'attends à ce que tout ce plat soit offert sur l'addition finale. Comprenez-vous qui je suis et le type d'influence corporative que j'ai? Elias ne scia pas. Il n'émit pas d'excuses rampantes. Il ne se précipita pas vers la cuisine pour apaiser l'ego incroyablement fragile de mon frère. Au lieu de cela, Elias fit quelque chose qui brisa complètement le scénario arrogant que Tristan avait écrit dans sa tête. Elias tourna lentement la tête loin de Tristan. Il regarda directement le long de la table en bois, dépassant mon père, dépassant ma mère, dépassant Chloé. Elias croisa entièrement mon regard. Il se mit au garde-à-vous et fit un salut très subtil et très respectueux de la tête, un geste de respect absolu réservé uniquement à la personne qui signait ses fiches de paie et possédait le sol sur lequel il se tenait. « Monsieur, dit Elias, sa voix portant parfaitement sur le doux murmure du restaurant environnant, s'adressant à moi avec une clarté absolue. Comment souhaitez-vous que je gère cette situation ? » La table entière se figea dans un choc collectif. Mon père s'arrêta au milieu d'une gorgée de son coûteux vin rouge, son verre planant à quelques centimètres de sa bouche. La bouche de ma mère s'ouvrit légèrement, profondément confuse. Tristan fixa Elias, son cerveau complètement court-circuité alors qu'il essayait désespérément de comprendre ce qui se passait juste devant lui. « Excusez-moi, claqua Tristan, sa voix montant en une panique aiguë et une colère soudaine et débridée. « Pourquoi diable lui demandez-vous ? C'est moi qui paie ce dîner. C'est moi qui porte plainte formellement. C'est juste un éboueur. Il ramasse les ordures du quartier pour vivre. Il ne connaît rien à la haute gastronomie ou à la façon de gérer un endroit comme celui-ci. Parlez-moi. » Je me penchai et retirai lentement ma lourde serviette en l'un de mes genoux, la posant soigneusement sur la table à côté de mon assiette intacte. Je me penchai en avant, posant mes avant-bras sur le lourd bois recyclé, je regardai Tristan directement dans les yeux, me débarrassant de chaque once de tolérance fraternelle que j'avais jamais possédée. « Elias me le demande, Tristan, dis-je, ma voix dangereusement calme et terrifiante stable. Parce que j'ai conçu ce menu spécifique, j'ai approuvé ce plat exact après 6 semaines épuisantes de tests dans nos cuisines privées. Le flétan est saisi à une température interne exacte de 54 degrés Celsius. Les lentilles sont infusées d'une réduction de bouillon d'os très complexe de 48 heures.
Il n'y a absolument rien de mal avec la nourriture dans votre assiette. La seule chose qui ne va pas à cette table est votre comportement complètement atroce et incroyablement embarrassant. Un silence lourd et suffocant descendit sur notre section de la salle à manger. On pouvait littéralement entendre une épingle tomber sur le sol en béton poli. Caleb, l'ami sycophante qui m'avait nargué plus tôt, avait l'air de vouloir se glisser sous la table et disparaître définitivement. Tante Béatrice cessa complètement de respirer, sa main figée, serrant son collier de perles. Mais avant que Tristan ne puisse se lancer dans une autre crise de hurlements pour défendre son orgueil brisé, le dernier clou dévastateur dans son cercueil fut enfoncé par une complète inconnue. Dans la cabine privée directement adjacente à la nôtre était assise Sylvia Kensington. Sylvia était une magnate de l'immobilier milliardaire notoirement impitoyable. Elle possédait la moitié des gratte-ciels commerciaux du quartier financier du centre-ville. Je connaissais très bien Sylvia. Nous avions passé 3 mois éprouvants et très litigieux à une table de négociation l'année dernière, lorsque ma holding avait racheté l'une de ses propriétés corporatives en difficulté. C'est une femme qui valorise la paix, le calme et une compétence professionnelle absolue par-dessus tout, et elle avait clairement atteint la limite absolue de sa patience face au cirque pathétique de ma famille. Sylvia se leva gracieusement de sa table. Elle lissa le devant de son élégante robe de créateur vert émeraude, prit son verre en cristal de champagne millésimé et se dirigea directement vers notre table avec la confiance terrifiante d'une femme qui pourrait acheter et vendre tout le monde dans la pièce avant le petit déjeuner. Elle ignora complètement mon père, qui la regardait soudain avec des yeux écarquillés et émerveillés, la reconnaissant instantanément des couvertures des magazines financiers prestigieux qu'il compulsait. Elle ignora Tristan entièrement, passant devant sa chaise comme s'il était un meuble bon marché. Elle marcha droit jusqu'à mon côté de la table. « Julien, » dit Sylvia, sa voix dégoulinante d'autorité sophistiquée et d'une légère irritation. « J'essaie de profiter de mon dîner d'anniversaire tranquille depuis 1 heure, mais le volume d'arrogance et d'ignorance émanant de vos invités rend très difficile pour moi de me concentrer sur mon mari. » Ma mère haleta bruyamment, complètement offensée et entièrement dépassée. « Excusez-moi, à qui pensez-vous parler ? Nous avons un dîner de famille privé. Cela ne vous regarde pas. » Sylvia ne prit même pas la peine de regarder ma mère. Elle garda ses yeux vifs fixés chaleureusement sur moi, un petit sourire complice jouant sur ses lèvres. « Je dois vraiment demander, Julien, ce que le seul propriétaire de ce magnifique restaurant fait assis silencieusement, pendant que ces gens incroyablement grossiers et incultes insultent votre personnel dévoué et votre brillante cuisine. » L'impact des mots de Sylvia fut immédiat, violemment physique et absolument glorieux à observer. La lourde fourchette en argent de ma mère lui glissa entièrement des doigts tremblants et s'écrasa bruyamment sur son assiette en porcelaine. Mon père recula physiquement sur sa chaise, ses épaules heurtant durement le dossier en bois, son visage se vidant de toute couleur comme s'il venait d'être frappé directement en pleine poitrine. La mâchoire de Tristan tomba littéralement, ses yeux allant frénétiquement de mon visage calme, à l'expression amusée de Sylvia et au luxueux environnement de plusieurs millions de dollars du restaurant qu'il venait d'insulter. « Propriétaire » chuchota Tristan, le mot sortant à peine de sa gorge soudainement sèche. Il ressemblait à un petit garçon terrifié à qui on venait de prendre son jouet. « Qu'est-ce que vous voulez dire par propriétaire ? Il conduit un camion poubelle. Il ramasse les ordures. C'est un agent d'entretien. Il ne possède rien. » Sylvia tourna enfin la tête pour regarder mon frère, et le regard de pure pitié et de dégoût sur son visage était absolument dévastateur. Il dirige un empire technologique écotech massif qui vient de racheter la plus grande infrastructure de gestion des déchets de toute la côte. Il possède personnellement le bâtiment immobilier commercial dans lequel vous êtes actuellement assis. Il est le seul propriétaire de Maison Verdée, ainsi que d'une demi-douzaine d'autres entreprises très rentables dans cette ville. Si vous ne connaissez pas ce jeune homme, alors vous n'êtes pas seulement un terrible invité à dîner. Vous êtes complètement insignifiant dans sa vie. Sylvia leva son verre de champagne dans ma direction, me fit un profond hochement de tête respectueux de solidarité corporative, et retourna calmement à sa table, laissant une destruction totale dans son sillage. Les conséquences de ces paroles laissèrent ma famille assise dans un désert de choc absolu. La réalité soigneusement construite, complètement fausse, dans laquelle ils avaient vécu pendant la dernière décennie, la réalité où ils étaient les gens très réussis et moi l'échec misérable, était complètement brisée en 1 million de morceaux sur le sol de mon restaurant. Mon père fut le tout premier à essayer de sauver l'épave. Ses instincts de survie d'entreprise désespérée s'activèrent, mais son cerveau fonctionnait de manière erratique, incapable de traiter la dynamique de pouvoir qui changeait violemment. Il se pencha en avant sur la table,
essayant de forcer un sourire paternel chaleureux, mais ses muscles faciaux tressautaient de panique brute. « Julian » balbutia mon père, sa voix complètement dépouillée de son arrogance habituelle, retentissante et autoritaire. « Est-ce vraiment vrai? Vous possédez tout cet endroit? Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit? Nous vous aurions célébré correctement. Nous aurions pu vous aider à gérer les finances massives. Vous savez, j'ai une vaste expérience des portefeuilles immobiliers d'entreprise et de la structuration fiscale. Nous sommes une équipe, Julian. Nous sommes une famille. Vous auriez dû m'en parler. » Je regardais l'homme qui avait secrètement vidé mon fonds universitaire pour acheter une voiture de sport à mon frère et financer ses somptueuses fêtes de fraternité. Je regardais l'homme qui avait dit à ses riches amis que j'étais un échec total pour protéger son propre ego fragile et pathétique. « Tu n'as pas demandé, Arthur, dis-je, laissant intentionnellement tomber le titre de père. Le son de son prénom sortant de ma bouche le fit tressaillir physiquement. Tu n'as jamais demandé des nouvelles de mon entreprise parce que tu étais trop occupé à te moquer d'elle pour te sentir supérieur. Tu l'as appelé assainissement public. Tu m'as appelé un éboueur. Tu ne voulais pas d'un fils qui construisait une entreprise à partir de rien. Tu voulais un trophée brillant et obéissant comme Tristan pour le montrer à ton patron au country club. Tu as choisi ton investissement, et il a fait complètement faillite. » En parlant de son patron, l'univers a un sens du timing très poétique, presque terrifiant. Juste au moment où mon père essayait désespérément de formuler une défense pour sauver son navire en perdition, Monsieur Sterling entra de nouveau dans la salle à manger. Il avait apparemment laissé sa mallette en cuir au vestiaire et revenait la récupérer. En passant de nouveau devant notre section, il s'arrêta. Cette fois, il ne se contenta pas de hocher la tête de loin. Il s'approcha directement de notre table, ignorant complètement mon père, et me tendit fermement la main. « Julian, mes plus sincères excuses pour avoir interrompu votre dîner de famille privée, dit Monsieur Sterling, sa voix résonnant d'un respect authentique et indéniable. Je voulais juste vous remercier personnellement encore une fois d'être intervenu sur ce contrat majeur de gestion des déchets du centre-ville. Votre firme Ecotech a fait économiser des millions à notre firme corporative en amendes environnementales potentielles et en frais juridiques. J'ai dit à mon conseil d'administration hier que faire affaire avec votre holding est la décision stratégique la plus intelligente que nous ayons prise de l'année. Faites savoir à mon assistante exécutive quand vous aurez le temps pour une partie de golf. Je veux discuter d'une nouvelle acquisition immobilière avec vous. » Je me levai lentement, maîtrisant l'espace, et lui serrai fermement la main. « J'apprécie, Richard. Le contrat était mutuellement bénéfique. Mon bureau vous contactera la semaine prochaine pour fixer un rendez-vous. »« J'attends avec impatience, » dit Sterling, me tapant lourdement sur l'épaule. Il se retourna pour partir, mais alors il baissa enfin les yeux sur mon père, qui était figé sur sa chaise, transpirant abondamment. « Arthur, n'est-ce pas, de la logistique régionale? Je n'avais pas réalisé que vous étiez apparenté à Julian. Si vous avez ne serait-ce que la moitié de l'incroyable éthique de travail de cet homme, vous pourriez en fait mériter cette promotion pour laquelle vous envoyez désespérément des emails à ma secrétaire. Essayez d'apprendre une chose ou deux de votre fils. Bonne nuit. » Sterling s'éloigna, laissant une dévastation totale et sans compromis dans son sillage. Mon père avait l'air d'avoir été frappé à plusieurs reprises par la foudre. Le patron qu'il adorait absolument, l'homme qu'il avait passé des années à courtiser, venait de l'humilier publiquement et de louer ouvertement le fils qu'il avait jeté comme des ordures. La hiérarchie de tout son univers était complètement inversée, et il était totalement impuissant à l'arrêter. Tristan fixait son assiette, son visage d'une terrifiante pâleur. Chloé, réalisant en temps réel qu'elle s'était attachée au mauvais cheval, complètement ruinée, regardait Tristan avec une fureur absolue. Sa fausse bague de fiançailles en diamant semblait soudain très bon marché. Alors, siffla Chloé à Tristan, sa voix dégoulinante de venin. « Tu m'as menti. Tu m'as dit qu'il n'était qu'un éboueur. Tu m'as dit que tu étais le plus réussi de la famille. Tu ne possèdes même pas cette Porsche, n'est-ce pas? Ton entreprise est entièrement fausse. Tu n'es qu'un imposteur. » Tristan ne put même pas former les mots pour se défendre. Il resta assis, complètement émasculé, entièrement exposé comme l'énorme fraude qu'il avait toujours été. Ma mère, sentant l'effondrement complet de son image de famille parfaite, essaya de jouer sa dernière carte désespérée. Elle essaya de jouer le rôle de la matriarche aimante et profondément incomprise. Elle tendit la main sur la large table, ses mains tremblantes,
essayant désespérément de me saisir le bras pour établir un contrôle physique. « Julian, chéri, s'il te plaît, supplia-t-elle, les yeux remplis de larmes fausses et parfaitement timées. C'est juste un grand malentendu. Nous sommes une famille. Nous t'avons toujours tellement aimé. Nous voulions juste le meilleur pour toi. Nous te poussions à réussir. Nous utilisons la dureté pour te motiver. Regarde comme tu as incroyablement bien réussi. Tu devrais nous remercier de t'avoir donné cette motivation. Nous sommes si incroyablement fiers de toi, chérie. Tu es notre brillant fils. » Je retirai brusquement mon bras, me déplaçant complètement hors de sa portée. Je regardais son visage, cherchant le moindre signe de remords sincère et ne trouvais absolument rien d'autre qu'une manipulation creuse. Je ne ressentais absolument rien pour elle. Ni colère, ni tristesse, juste un vide profond et résonnant. « Tu ne m'as pas donné de motivation, Eleanor, dis-je. Ma voix était morte et complètement plate. Tu m'as donné un instinct de survie aigu. Tu m'as appris très tôt que l'amour dans cette famille est entièrement conditionnel, basé entièrement sur un solde de compte bancaire et la perception publique. Tu as vidé mon fonds universitaire. Tu t'es moqué de moi pendant des années pendant que je travaillais sans relâche. Tu m'as amené à mon propre restaurant ce soir pour que tu puisses faire un spectacle et m'humilier une dernière fois devant tes amis. Tu ne m'aimes pas. Tu aimes ma valeur nette. » Je tendis la main dans la poche de ma veste de costume sur mesure et en sortis ma lourde carte de crédit d'entreprise American Express en métal noir. Je la jetai au centre de la table. Elle atterrit avec un lourd cliquetis final contre le bois, le son coupant le silence. « Ce dîner est entièrement à mes frais, dis-je, regardant chacun de leurs visages terrifiés et pâles. Commandez le champagne le plus cher que vous puissiez trouver. Mangez les desserts décadents. Profitez du luxe tant que vous le pouvez, car c'est la dernière fois que vous obtiendrez un seul centime, une seule faveur, ou un seul instant de mon temps. À partir de cette seconde, vous payez pour vos propres vies. N'appelez pas mon téléphone. Ne venez pas à mon bureau d'entreprise. Nous avons complètement fini. » Je leur tournai le dos et m'éloignai. Je ne regardais pas en arrière pour les voir assis dans les ruines fumantes de leur propre arrogance. Je passai devant le pupitre d'accueil, fis un signe de tête ferme et respectueux à Elias, et sortis dans l'air frais et vif de la nuit de la ville. Je respirai profondément, sentant un poids massif et écrasant se soulever complètement de mes épaules. Les chaînes étaient brisées. J'étais enfin vraiment libre. Les retombées de ce dîner furent rapides, incroyablement brutales et entièrement de leur propre fait. 72 heures plus tard, la grande illusion de la vie parfaite et riche de Tristan s'évapora complètement dans l'air. La nouvelle de notre rencontre très publique s'était rapidement répandue dans les cercles corporatifs et les clubs de golf très fermés de la ville. Les gens riches n'aiment rien tant que les ragots virulents. Et l'histoire de l'enfant prodige arrogant insultant le propriétaire milliardaire secret du meilleur restaurant de la ville était tout simplement trop délicieuse pour ne pas être partagée à chaque cocktail et réunion de conseil. Dès lundi matin, la grande société de capital risque qui était censée financer la start-up technologique de Tristan se retira complètement, gelant tous les actifs entrants. Ils envoyèrent un bref email juridiquement contraignant citant une réévaluation de la compétence en leadership et du caractère moral. Sans ce financement, la société écran de Tristan s'effondra en quelques heures. Il ne pouvait pas payer les salaires. Il ne pouvait pas payer le loyer de son bureau. Le mardi après-midi, je reçus une notification très satisfaisante de mon équipe de sécurité privée. La banque avait violemment repris la Porsche de luxe louée par Tristan, directement dans l'allée de sa communauté fermée. Pendant que tous ses voisins riches et critiques de l'association des propriétaires regardaient depuis leur pelouse parfaitement entretenue. Chloé rompit les fiançailles cette même nuit, emballant ses sacs de créateurs coûteux et quittant son appartement sans dire un mot, bloquant son numéro en partant pour trouver un vrai millionnaire. Mais le vrai rebondissement, le coup de grâce absolu à l'arrogance de ma famille, vint d'un angle complètement inattendu. J'ai demandé à mon équipe juridique très performante de faire une plongée médico-légale approfondie dans les passifs financiers restants de Tristan. Il s'avéra que Tristan avait contracté un prêt commercial massif et très prédateur pour maintenir son faux style de vie et payer la bague en diamant de Chloé. Et ma société holding, par une série complexe d'acquisitions immobilières commerciales entièrement légales, avait discrètement racheté l'ensemble du portefeuille de dette de cette agence de prêt spécifique 6 mois auparavant. Je possédais littéralement la dette de mon frère. Il me devait des centaines de milliers de dollars et il n'avait absolument aucun moyen de la rembourser. J'étais son maître absolu financièrement.
Et puis il y avait tante Béatrice, la douce et innocente pacificatrice de la famille. Mon équipe de sécurité avait examiné les images des caméras de sécurité du hall du restaurant, une semaine avant le dîner. Elle montrait tante Béatrice prenant un déjeuner arrosé avec un courtier immobilier commercial, un courtier qui travaillait en fait pour ma firme. Elle l'avait entendu parler de ma pleine propriété de Maison Verdée. Elle savait tout le temps. Elle avait intentionnellement manipulé ma mère pour qu'elle réserve le restaurant pour le dîner de fiançailles, espérant orchestrer une confrontation publique massive et humiliante où elle pourrait s'asseoir, boire son vin et regarder les feux d'artifice. Elle voulait regarder ma famille se déchirer pour son propre divertissement malsain et pervers. Quand mon père réalisa la ruine financière totale à laquelle Tristan était confronté et comprit que j'étais celui qui détenait l'énorme dette, il paniqua complètement. Il ne vint pas me voir pour s'excuser. Il ne demanda pas pardon. Il n'essaya pas de réparer une vie d'abus. Il alla directement voir son avocat véreux. Il déposa une requête d'urgence pour une tutelle légale, affirmant que le stress extrême de mon entreprise de gestion des déchets avait provoqué une rupture mentale totale et que j'accumulais des biens familiaux alors que j'étais mentalement incompétent. Il voulait qu'un juge lui remette les clés légales de tout mon empire afin qu'il puisse liquider mes biens durement acquis et sauver son précieux Tristan de la faillite. Ce qui nous ramène directement au tribunal fédéral. Directement à l'odeur suffocante de cire de citron et au regard de terreur absolue et anéantissante sur le visage de mon père. « Attendez, balbutia mon père, levant les yeux vers le juge Harrison avec des yeux écarquillés et terrifiés. « Qu'est-ce que vous voulez dire par qui il est ?» Le juge Harrison claqua une pile massive d'audits financiers certifiés sur son lourd banc en bois. « Je veux dire, monsieur Sterling, que l'homme que vous essayez désespérément de déclarer mentalement incompétent est le seul propriétaire d'une société holding qui détient actuellement l'hypothèque de votre résidence principale. Il possède également la dette d'entreprise toxique de la société technologique en faillite de votre jeune fils. De plus, j'ai ici une déclaration sous serment de monsieur Richard Sterling, le PDG de votre propre entreprise, attestant de l'absolue brillance et de la parfaite santé mentale de votre fils. » Le juge se pencha en avant, sa voix dégoulinante de mépris absolu et sans filtre pour mon père. « Ce procès n'est pas seulement entièrement infondé, monsieur Sterling. Il est malveillant. Il est frauduleux. Et c'est un abus dégoûtant et répréhensible du système juridique pour essayer de voler votre propre enfant très réussi. Je rejette cette requête immédiatement avec un préjudice extrême. De plus, je vous ordonne légalement de payer tous les honoraires juridiques exorbitants des défendeurs. Si jamais vous portez une affaire frivole et insultante comme celle-ci devant mon tribunal, je vous ferai personnellement enquêter pour parjure et fraude. Vous en avez terminé ici. Affaire classée. » Le coup lourd du marteau en bois du juge retentit comme un coup de feu dans la pièce. C'était fini. Mon père s'effondra physiquement sur sa chaise, enfouissant son visage pâle dans ses mains tremblantes. Réalisant qu'il venait de détruire complètement sa propre vie, sa carrière et l'avenir de sa famille, je me levai, boutonnai calmement ma veste de costume sur mesure et sortis du tribunal sans lui dire un seul mot. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de se vanter. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de crier. Le vrai pouvoir s'éloigne et laisse le silence parler. Plus tard ce soir-là, après la victoire absolue au tribunal, je suis retourné à Maison Verdée. Le restaurant était complètement fermé au public pour un événement privé. Mais il n'y avait pas d'élite riche, pas de milliardaires d'entreprises arrogants, pas de membres de la famille toxique faisant semblant d'être ce qu'ils n'étaient pas. Il n'y avait pas de faux sourires ni de conversation forcée sur une fausse richesse. J'avais installé une longue et belle table en bois juste au centre de la salle à manger principale. Assis à cette table se trouvaient les personnes qui comptaient vraiment dans ma vie. Le chef Marcus était à la tête, versant du vin millésimé coûteux pour les commis de cuisine et les plongeurs. Elias riait bruyamment, racontant une histoire hilarante sur un client ridicule et exigeant d'il y a des années. Fiona était assise là, rayonnante d'un bonheur sincère et éclatant, montrant au personnel de cuisine des photos récentes de son fils, qui était enfin rentré chez elle à plein temps après qu'elle ait obtenu sa garde complète. C'étaient les personnes incroyablement travailleuses qui m'avaient soutenu quand j'étais couvert de saleté et de crasse, travaillant 18 heures par jour, essayant de construire quelque chose à partir de rien. C'était ma famille choisie. C'était mon vrai sang. J'ai pris ma place à la tête de la table. Je n'avais pas besoin de me lever et de faire un grand discours arrogant comme mon père. Je n'avais pas besoin d'exiger leur attention absolue ou d'affirmer ma domination d'entreprise sur eux. Je les ai juste regardés, j'ai levé mon verre de vin et j'ai souri d'un vrai sourire sincère.
Ils ont levé leur verre en parfait unisson. Nous avons bu au travail acharné, à la loyauté féroce et à la paix d'esprit absolument inestimable qui arrive lorsque vous coupez enfin le poids mort lourd et toxique de votre vie. Guérir d'un traumatisme familial n'est pas un processus propre et linéaire. C'est désordonné. C'est douloureux. Et parfois, les blessures les plus profondes et les plus angoissantes sont infligées par les personnes mêmes qui étaient biologiquement censées vous protéger. J'ai passé des années de ma vie à essayer désespérément de gagner l'amour, le respect et la validation d'une famille qui était fondamentalement incapable de les donner. Je pensais que si je travaillais un peu plus dur, si je construisais une plus grande entreprise, si je réussissais suffisamment pour acheter leur amour, ils me verraient enfin comme un être humain. Je voulais payer la fierté d'un père. Je voulais acheter l'affection d'une mère, mais la vérité brutale, honnête et indéniable du monde est la suivante: les personnes profondément toxiques ne se soucient pas de votre succès à moins de pouvoir l'utiliser comme une arme à leur avantage. Elles se moqueront de votre travail quotidien. Elles insulteront profondément votre processus. Elles essaieront de saboter votre croissance. Et à l'instant même où vous atteindrez le sommet de la montagne, elles exigeront agressivement une place à la table qu'elles ont activement essayé de brûler. Elles exigeront de récolter ce qu'elles n'ont jamais aidé à planter. Vous ne devez pas à vos agresseurs une place au premier rang de votre succès. Vous ne devez à personne vos ressources financières durement gagnées, votre temps précieux ou votre fragile santé mentale simplement parce que vous partagez le même ADN. Établir une limite ferme n'est pas un acte de cruauté. Établir une limite est un acte de profond respect de soi nécessaire. J'ai dû abandonner le fantasme de la famille aimante que je voulais désespérément, afin de pouvoir enfin embrasser la réalité incroyablement belle de la vie que j'avais réellement construite de mes propres mains. Si vous regardez cette vidéo en ce moment et que vous êtes le bouc émissaire désigné de votre famille, si vous êtes celui qui fait tout le travail difficile pendant que l'enfant gâté paresseux reçoit toutes les louanges imméritées, j'ai besoin que vous m'entendiez clairement. Continuez à construire dans l'ombre. Continuez à transporter les ordures. Continuez à faire le travail sale et peu glamour. Laissez-les rire. Laissez-les se moquer de vous lors des dîners de famille. Laissez-les vous sous-estimer. Parce que pendant qu'ils sont occupés à faire semblant d'être des gens qui ont réussi pour des étrangers sur Internet, vous êtes en train de construire un empire incassable. Et un jour, la vérité indéniable éclatera et le silence absolu dans la pièce sera le son le plus fort et le plus satisfaisant que vous entendrez de toute votre vie. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire avec votre propre famille toxique? Avez-vous déjà dû prendre la décision difficile de vous éloigner de votre propre sang pour protéger votre paix et votre santé mentale? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage. Continuez à construire, continuez à protéger votre paix, et ne laissez jamais personne vous faire sentir petit dans la magnifique maison que vous avez construite. Prenez soin de vous.